Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Glace to Triple podcast. Dans l'épisode précédent, on a parlé des affiches secondaires qui avaient été dévoilées au moment où nous avions enregistré l'épisode, c'est-à-dire Acoustic Stage, Field of Avalon, Shangri-La, The Glade et West Oats. Et depuis cet enregistrement, plein d'autres nouvelles affiches sont apparues, donc on va recommencer un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois, on va analyser ces affiches. Et on va donc parler de Silver Haze, Woodseas, Left Field, The Commons, Croissant Neuf. Et on parlera aussi un petit peu plus brièvement de Theatre and Circus, Kidsfield et Glasto Latino. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Joshua! Glace to Trip, le podcast. Donc si on continue dans l'ordre chronologique de sortie des affiches, la première qui est sortie après notre enregistrement, c'était Silver Haze. Et il y a du changement qui a été annoncé, puisque la scène WoW disparaît et est remplacée par une nouvelle scène qui s'appelle Assembly, qu'ils décrivent comme un concept réimaginé de l'ancienne scène WoW, et qui sera la première scène en intérieur de la zone. Ouais, alors pour le coup, c'est pas la première fois qu'il y aura une scène en intérieur, parce que pendant très longtemps, les scènes qui étaient à Silver Haze étaient sous des tentes. Mais effectivement, ça fait maintenant quelques années qu'il n'y a plus de tentes à Silver Haze. Et donc là, il y aura une scène qui sera couverte et qui, éventuellement, en cas de pluie, risque d'accueillir pas mal de gens. On peut préciser d'ailleurs que Silver Haze, c'est une zone qui a toujours attiré son public un peu particulier. Alors bon, le public va et vient dans Glastonbury et j'ai dit Glastonbury. 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 Ouais, le public va et vient dans le festival et enfin à peu près tout le monde va passer par Silver Haze, mais il y a des gens qui y passent une grande majorité de leur temps. Et donc, effectivement, ceux qui ont tendance à rester là trouveront enfin un abri quelque part. Mais bon, Assembly, c'est pas la scène principale de la zone. Donc, je suggère qu'on commence par la plus grande scène. The Levels, The Levels, en effet. la plus grosse, qui est arrivée l'année dernière. Ouais, alors on en a déjà parlé dans notre promenade au sein de Glastonbury. C'est une scène qui est relativement impressionnante avec un décor ultra moderne, un bel endroit avec de la place et effectivement une scène qui est vraiment adaptée pour les DJ puisque comme on l'avait dit dans cet épisode, on a affaire à un décor gigantesque mais en réalité un tout petit espace scénique. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit quand tu avais été prendre des photos, qu'il y avait juste de quoi mettre un DJ et son matériel, quoi. Oui, il y a guère plus de place, effectivement. Quand j'ai pris les photos, donc j'étais monté sur la scène pendant le set de vitesse et j'étais vraiment même en restant à l'écart, j'étais à 2 ou 3 mètres d'elle, quoi, pas plus, hein. C'est marrant parce que d'en bas, ça paraissait plus grand quand même. C'est tout le génie des concepteurs de ces scènes, c'est de mettre des décors hallucinants, mais en fait effectivement quand on est dessus, ça casse un peu le rêve, quoi. Bon alors qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant sur The Levels? Bah, il y a pas mal de noms.
qui sont assez connus sur cette programmation. Je sais pas par quoi vous voulez commencer. Je sais pas, moi j'aurais dit de façon générale que en fait, moi je trouve que The Level cette année a une programmation qui a l'air assez intéressante, assez attractive. Ça va pas nous simplifier la vie tout ça parce que ça va faire des clashs supplémentaires. On a dit qu'on parlait pas de clash, mais là clairement il y a des choses à voir sur à Silver Eyes en général et sur The Levels en particulier. Effectivement, je trouve que la programmation est riche, quoi. Et elle a l'avantage de commencer aussi, de s'activer dès le jeudi. Et ça donne de bonnes opportunités pour cette soirée-là, parce qu'on sait qu'on y passera peut-être moins de temps les jours suivants. Effectivement. Et d'ailleurs, le jeudi, la première ligne de programmation, c'est Dove. Dove qui est une petite surprise parce qu'en fait c'est un duo assez connu vu que c'est Bicep. Ouais, Bicep qui avait fait un super show il y a 2 ans en clôture de West Halls. Ouais, voilà, c'est quand même quelque chose à aller voir. Et ça tombe bien, donc c'est jeudi. Donc moi, c'est bien possible que j'aille faire un tour par là-bas. Moi aussi. Alors, il faudrait que je commence à regarder un petit peu. D'ailleurs, est-ce que vous savez s'il y a un Clash Fighter qui commence à s'étoffer là? J'en ai vu plusieurs qui ont des noms un petit peu tous particuliers. Je sais pas s'il y en a un qui est vraiment trustworthy ou pas, mais on verra. Alors d'expérience, moi, celui qui est digne de confiance tous les ans, c'est celui qui commence, qui s'intitule G et le chiffre de l'année. Donc là, G 2024. Et ouais, ça commence à s'étoffer. Ouais. Par contre, il n'y a pas encore le jeudi. Il a disparu. Enfin, il n'y a pas encore. Il a disparu. Et il y était au début parce qu'il y avait Faceless, je crois, qui était prévu et qui a changé de jour. Mais à mon avis, ça ne saurait tarder qu'ils se mettent à jour. De toute façon, pour le moment, les horaires sont vraiment indicatifs. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que Clash Finder, parce que ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est un peu quelque chose d'obligatoire à Glastonbury, autant dans les autres festivals. Bon, j'ai vu des gens l'utiliser, par exemple, pour le Hellfest, mais bon, c'est beaucoup plus simple. C'est clair que il y a des alternances de scènes, etc. Ce qui, à Glastonbury, on l'a déjà expliqué, n'est pas du tout le cas. Première et deuxième scène fonctionnent en même temps. Il n'y a pas d'aménagement horaire. Et avec une centaine de scènes, effectivement, sans Clash Finder, c'est pas possible. Mais qui se dévoue pour décrire Clash Finder? Alors Clash Finder, c'est une espèce de timeline qui va reprendre pour chaque jour du festival l'ensemble des scènes empilées les unes en dessous des autres et qui donne la possibilité de surligner, de sélectionner certains artistes qu'on souhaite aller voir ou au contraire à la limite ne pas aller voir. Et au niveau de l'organisation, ça permet vraiment en un coup d'œil de voir, déjà d'imaginer le parcours qu'on peut faire entre deux scènes et de voir quels sets peuvent clasher les uns avec les autres. Et après, il y a vraiment énormément d'options. On peut filtrer les scènes qu'on veut voir ou ne pas voir, et il y a des modes de présentation un peu différents, dont un qui est particulièrement utile le jour du festival, qui s'appelle itinéraire. Et là, ça te fait juste un agenda où tu vois ton programme de la journée avec les heures, les artistes, le nom des scènes. Moi, c'est généralement quelque chose que je mets en fond d'écran sur mon téléphone. Comme je l'ai toujours avec moi, ça évite d'avoir à allumer le téléphone ou une application ou de chercher un papier dans ses poches pour savoir où on en est. Donc, à tous les jours, je change mon fond d'écran avec cet itinéraire Clash Finder. Alors, on va préciser qu'on trouve Clash Finder sur le web,
à l'adresse toute évidente clashfinder.com. Et donc là, il y a la possibilité de consulter les Clash Finder de tout plein de festivals, et en particulier celui de Glastonbury. Alors après, il y en a plusieurs pour Glastonbury. Et celui que j'utilise, c'est le G 2024. C'est la version core. Ouais, voilà, c'est celui qui est généralement le plus complet. Et, sans être le plus complet, on va dire le plus digne de confiance, quoi. Il donne d'assez bonnes prédictions déjà maintenant, je pense, de ce que seront les journées. Oui, alors en effet, par exemple, là je l'ai sous les yeux et je peux dire immédiatement que le vendredi soir, les clashs, ce sera entre Dua Lipa, Idols, Jungle, Jamie XX et Fontaines DC et Faceless. Un petit dernier pour la route. Non, bah là, je pense qu'on a. Bah, c'est ce qu'on avait identifié déjà comme étant Ouais. le clash de la mort. Alors, c'est quand même un site qui n'est pas officiellement géré par Glastonbury et c'est géré par des gens qui font ça de leur propre initiative, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un peu comme un Wikipédia en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais à Glastonbury, c'est indispensable. Complètement. Moi, je conseille vivement à tout le monde de l'utiliser. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est sûrement que c'est leur premier Glastonbury, donc courez-y. Moi, je m'aperçois aussi que il va y avoir Gossip en face de The Egg, de Fatboy Slim et New Model Army. Putain. Non, mais je pense qu'il faut pas qu'on commence à regarder maintenant parce que ça va nous déprimer d'avance, soyons honnêtes. Et de toute C'est façon, moi, l'année horrible. dernière, j'avais fait quand même l'effort de me faire mon petit Clash Finder, de noter les trucs que je voulais voir, tout ça. Et au final, surtout pour quelqu'un qui est jamais allé au festival et qui se rend pas compte des distances entre les scènes, c'est très très difficile de tenir le planning qu'on s'était fait, hein. C'est quasiment impossible. Et en plus, on se laisse emporter aussi par les découvertes que les autres gens avec qui on est ont envie de nous montrer. Donc au final, c'est souvent à titre indicatif, quoi. Sauf s'il y a vraiment des choses qu'on veut absolument voir, mais ça permet tout de suite de voir qu'il va y avoir besoin de faire des choix à un moment, quoi. Ça permet ça, et puis ça permet de prévoir les choix. C'est-à-dire que on peut identifier deux artistes dont on sait qu'ils sont en train de clasher, mais au moins, au moment venu, on les a sous les yeux. On sait que il va y avoir un tel et un tel, et que là, maintenant, faut choisir. Et des fois, les choix, ils se font aussi par le biais de la géographie ou des gens qui sont à proximité et puis qui vont te dire bah tiens bah en fait j'ai envie d'aller voir ça. Ah bon bah ok bah je te suis. C'est enfin voilà, après c'est des opportunités, mais au moins ça permet d'identifier tous les trucs intéressants et d'avoir la liste en permanence sous les yeux sans avoir à consulter en permanence la totalité du programme en ayant déjà fait le tri. Donc c'est vraiment vraiment important d'en faire un en fait, même si effectivement on le respecte assez peu en définitive. Ouais, c'est vraiment pas une fin en soi de tout faire, hein. Ça, faut le vivre, le festival. Faut pas être le nez collé à son Clash Finder. Putain, par exemple, je suis en train de me rendre compte que juste après Orbital, il va y avoir Gossip. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille de The Park à Woodseas. Non, mais laisse tomber, en fait. Travaille ton 3000 mètres steeple. Bon, revenons à Silver Haze. On parlait de bicep. Donc on parlait de Bicep. Donc le jeudi, effectivement, qui va nous faire probablement nous diriger vers The Levels et Silver Ace de façon plus globale. Bah moi, le jeudi soir, il y a Scream and Benga, toujours à Silver Haze, mais sur The Lonely Hearts Club. Après, je pense que peut-être ça sera un petit peu plus tard dans la soirée, je sais pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir aussi. Quoi d'autre donc sur The Levels? C'est vendredi, grosse soirée. Ouais, grosse soirée. Il y a Bonobo, déjà, pour commencer, que je pense qu'on n'a
pas beaucoup besoin de présenter parce que ça fait très longtemps qu'il a un public assez large et tout ça. Moi, je l'ai vu en concert à Paris. Ça remonte un petit peu, mais j'avais pris une bonne claque sonore et une bonne claque visuelle. J'avais trouvé ça très très cool. Et les albums qu'il a sortis depuis, à chaque fois, j'ai trouvé ça génial. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. En plus, avec la scénographie de The Levels, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà vu. Je crois que je l'ai vu 2 fois. Et effectivement, les vidéos qui passent derrière lui, c'est vraiment sympa. C'est très bien foutu avec sa musique qui effectivement est faite vraiment pour ça, quoi. C'est le genre de truc où on se pose. Moi, c'est le genre d'artiste que j'aime bien écouter assis dans l'herbe, là, impeccable. Mais toi, tu vas me dire le contraire. Tu vas me dire que tu vas te trémousser tout le long du concert. C'est fort probable. Ça dépend. Après, il a fait. Je trouve que ses derniers albums sont un petit peu plus énergiques que les premiers qui étaient plus style. Donc ça dépend aussi ce qui passe et tout ça. Ça dépend du moment de la journée. Mais les deux sont tout à fait valables hein, comme expérience. Chacun a sa façon d'aborder la chose. Exactement. Si tu veux tout savoir, son premier album, c'est l'album que j'écoutais dans le train quand je rentrais tous les week-ends que j'étais étudiante. Je me mettais ça dans les oreilles et je dormais comme un bébé dans le train. Ah ouais, comme quoi. Donc, tu vois, tout est possible. Bah, c'est clairement pas du hardcore, hein, quand même. Et ensuite, toujours sur le vendredi, il y a Charlie XCX. XCX, si on parle anglais XCX. correctement. Voilà, Et qu'on dit Glastonbury au lieu de Glastonbury. Ouais, sinon ça va le mal aller. Donc il y a Charlie XCX. J'étais super étonnée de l'avoir là parce que pour moi c'est genre une star de la pop. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là sur The Levels? Et en fait il se trouve que c'est aussi une party girl. Parce que d'où le nom de l'acte, parce que c'est marqué Charlie XCX Presents Party Girl. Et en fait, elle adore faire la DJ, et elle a fait même une boiler room là il y a quelques semaines qui était assez sympa. Donc je pense que ça peut être assez cool de l'avoir dans un univers où je l'ai jamais vu. Je demande à voir. Ok. Alors moi, sur la journée du vendredi à The Level, j'ai noté la ligne Optimo Espacio. Et donc ça, en fait, ça fait référence à un club de Glasgow, visiblement très prisé. Bon, bah, on a juste le nom du club et ça nous en dit pas davantage. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est à voir les résidents de ce club, Twitch et Wykes, qui apparemment, moi je les connais pas personnellement, mais visiblement sont deux excellents DJ. Ouais, moi j'ai juste remarqué que sur Spotify, alors le DJ qui s'appelle Anoter est assez populaire. C'est un groupe hollandais de tech house. Et voilà, c'est quand même très populaire, donc il y a moyen que ça envoie. Je vais pas l'écouter maintenant, mais je me le mets dans la liste. Et Roman, tu vas nous citer la dernière ligne. Ah, Romy. Moi, Romy, je la connais comme la chanteuse dans The XX. Donc, je sais pas ce qu'elle vaut comme DJ. Là aussi, ça a été un peu la surprise de l'avoir apparaître sur la liste, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Elle passe aussi sur une autre scène, il me semble, mais pas en tant que DJ. Oui, elle est prévue à Woodseas. Ouais. Et donc, ça peut servir de séance de rattrapage si jamais un malencontreux clash t'empêche de la voir à Woodseas. Tout à fait. Le samedi à The Levels, alors moi j'ai relevé un petit événement, c'est It's Everything Back to Back Groove Armada. Donc Groove Armada, on en avait déjà parlé. C'est quelque chose qui est vraiment à voir. Et là, avec It's Everything, qui est un vieux de la vieille, excellent DJ, je pense que ça va vraiment envoyer du lourd là. Donc samedi, j'aimerais bien voir ça. J'espère que ça passera tard le soir.
Est-ce que tu avais prévu quoi en début de soirée le samedi? Bah, le samedi, il va y avoir pas mal de choses. Je crois qu'il y a Gossip à Woodseas, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, il y a Orbital, Gossip. Disclosure, The Egg, New Model Army, bon, ouais, ça en fait, hein. On va perdre nos auditeurs et nos auditrices. Il va falloir couper. Oh bah, je pense qu'on va couper des trucs, oui. C'est certain. Haute scène à Silver Rays, donc on a parlé très très vite fait tout à l'heure, le Lonely Hearts Club. Donc moi j'ai déjà dit que je voudrais voir Scream et Benga le jeudi. Ça faisait... Ils mixaient ensemble en fait, on en avait déjà parlé hein, sur la fiche principale, mais ils mixaient ensemble il y a une dizaine d'années. Là ils se sont remis à mixer ensemble. Je pense que il y a moyen que ça envoie du très très lourd. Et si je suis dans le coin à ce moment-là, le jeudi soir, je pense que j'irai y faire un tour. Et toi, Laurent, t'avais relevé quelque chose, me semble-t-il? Ouais, sur le Lonely Heart Clubs, il y a quelque chose qui est assez loin de l'électro. C'est Hack Baker, qui est plutôt à la base un rappeur, mais assez indie, avec des moments un peu punk que j'avais eu l'occasion de voir il y a 2 ans à Stromerville et que j'avais beaucoup apprécié. Même si j'avais été étonné en fait d'y trouver plus finalement de rap que de punk, parce que j'avais surtout écouté ces chansons-là. N'empêche que j'avais passé un très bon moment, donc bon, ça peut être une occasion d'aller faire un tour par là le dimanche. Alors, rien d'autre sur le Lonely Hearts Club. Moi, j'ai rien relevé personnellement. Non, moi je connais pas trop. J'ai pas de conseils à part celui-là. Je suis sûre qu'il y a plein de choses bien, mais il y a plein de noms que je connais pas, donc je pense qu'il faut que je me remette un peu au goût du jour pour être sûr de rien louper. De toute façon, ce sera encore une fois, si on est dans la zone. Alors, c'est l'intérêt aussi de Silver Rays, c'est que les scènes sont assez proches les unes des autres. C'est d'ailleurs, ça doit être une gageure de faire en sorte que le son de l'une ne vienne pas perturber le son de l'autre, parce que tout fonctionne en même temps. Mais effectivement, on peut passer de l'une à l'autre en 5 minutes, quoi. Donc, c'est vraiment cool de un concert se termine, on va voir ce qui se passe à côté. Et il y a 4 scènes au total hein, quand même, donc effectivement c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Ouais, ça reste accessible aussi d'Arcadia par exemple. Ouais, alors après, faut pas faire des allers-retours là pour le coup, hein, mais faire un aller-retour entre 2 scènes au sein de Silver Race, c'est vraiment facile quoi. On peut même s'absenter pendant 10 minutes pour aller écouter le son qu'il y a sur la scène à côté. Ouais, c'est sûr, mais enfin, je veux dire que s'il y a quelque chose qui te plaît sur Arcadia, tu peux toujours envisager ensuite ou avant d'aller faire un tour par là, ce qui est un peu moins le cas de la zone sud-est, hein, puisqu'on parle d'électro, où là, il y en a pour 40 minutes d'aller de Shangri-La à Silver Rays. Oui, c'est clair. Je me souviens l'avoir fait une fois, justement pour aller au Lonely Art Clubs, et en plus, ça a été une grosse déception, donc mauvais souvenir. Donc, je ne ferai plus de traversée zone sud-est pour aller à Silver Rays. Ça me paraît assez clair. Sur la scène Assembly, qu'est-ce que vous avez repéré? Donc Assembly, on le rappelle, c'est la scène qui vient remplacer WoW et qui sera donc couverte. Alors moi, j'ai vu Chaos in the CBD. Je pense qu'on en a déjà parlé lors de l'épisode précédent sur Glade. Donc voilà, ça peut faire un autre horaire qui peut mieux marcher. Mais sinon, une personne bien informée nous a fait remarquer que les 25 ans de la fabrique, hein, qui est un célèbre, si ce n'est le club le plus famous de Londres, alors, c'était quelque chose qu'il fallait pas louper. Donc bon, a priori, ce serait le dimanche. Ça peut être pas mal hein, si t'as les artistes ou les DJ résidents de The Fabric qui sont là. Ils font un tour européen de quelques festivals. Voilà, je pense que ça va envoyer du lourd et qu'il y a beaucoup d'aficionados des nuits londoniennes qui vont aller le voir.
Ok. Bon, bah ça fait déjà une belle programmation. On va terminer en parlant brièvement de Firmly Rooted Sound System parce que c'est une toute petite scène, un peu dans l'esprit rave party ou Technival, ce genre de choses-là. C'est juste un DJ posé ras du sol dans l'herbe. Euh, c'est tout petit, mais c'est un endroit sympa. On y avait passé, ouais, je pense plus d'une heure l'année dernière, me semble-t-il. Et bah voilà, c'est le genre d'endroit, ce que je disais tout à l'heure, on passe d'une scène à l'autre, et puis s'il y a un DJ qui a le bon son, on s'arrête et puis on profite du moment, quoi. Ouais, c'était vachement sympa. C'était une toute petite scène. En plus, il y avait vraiment pas grand monde, donc on est à quoi? À 5-10 mètres du DJ, même pas, quoi. Et en fait, en passant, ça se trouve, on remarque même pas que la scène est là, mais c'est vachement chouette, il passe des trucs sympas. Et ça ferme assez tard, ça tient jusqu'à 3 heures, donc il y a de quoi s'occuper même entre deux grosses scènes et tout ça, c'est chouette. Ok, et ben voilà pour Silver Haze. Et maintenant, on s'attaque à Woodseas. Et Woodseas, et ben encore plein de belles choses. Woodseas, effectivement, il y a une très très belle affiche. Et en plus, il y a une bonne surprise, puisque dans la zone apparaît une nouvelle scène. Alors peut-être on devrait commencer par là, en fait. Donc il va y avoir une scène qui s'appelle Three Stage. On reste dans le thème de la zone, tout va bien. Exactement. Et en fait, apparemment, alors moi j'ai pas trop bien compris l'explication qu'ils ont donnée sur le site officiel, mais j'ai l'impression qu'en fait la scène va être connectée avec The Woods. Alors j'avoue que c'était pas très très clair. J'ai essayé de comprendre plusieurs fois l'explication, mais en gros ça a l'air d'être un petit peu perché. Donc je pense qu'effectivement ça sera à peu près dans les mêmes zones. Je pense que tu pourras potentiellement prolonger l'expérience après Tri-Stage et aller te balader dans The Woods. Honnêtement, j'en ai pas compris plus que ça. Bah, moi, enfin, j'ai cru lire entre les lignes que il serait possible d'assister au concert depuis, par exemple, les passerelles qui sont à proximité de The Woods. Enfin, qui sont en bordure de The Woods, là, un peu dans les arbres. Mais effectivement, c'est pas hyper clair et là, il va falloir attendre d'être sur place pour découvrir vraiment la façon dont c'est organisé. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai un certain nombre de choses vont vraiment m'attirer, quoi. Ça commence par Steve Hillage et sa femme Mickey Girodi. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde. Steve Hillage, c'est un guitariste qui a longtemps fait partie de Gong. Donc c'est le groupe Gong à un moment avait été obligé de s'expatrier en France. Donc il y a eu des connexions assez importantes avec la France. C'est ce qu'on appelle l'école de Canterbury. Donc en fait toute une série de groupes progressifs qui étaient basés autour de Canterbury. Et en fait, ils ont fait tous de la musique ensemble. Alors les gars sont passés d'un groupe à l'autre, etc. Et même au sein de Gong, il y avait des Français. Il me semble que Didier Lockwood est passé par Gong. Et il y a un autre Français qui jouait de la flûte dont j'ai oublié le nom. Mais ouais, c'était un super groupe. C'est un groupe historique de Glastonbury. Ils étaient, je crois, présents à la première édition. Et Steve Village a toujours fait partie de l'organisation du festival, en fait, en plus d'apparaître sur scène. Et en fait, il y a eu une période où Steve Village qui a toujours été un expérimentateur dans la musique, etc., dans les années 80, a commencé à faire de l'électro. Et il a mélangé son style progressif, de rock progressif de guitariste avec de la musique électro.
Donc il a créé un groupe qui s'appelle System 7. Et là, et maintenant, il fait de la musique avec sa femme. Et bon, c'est vraiment c'est de l'électro perché, expérimental, etc. Mais c'est vraiment génial et c'est un super musicien en fait. Et ils annoncent aussi The Orb. Alors The Orb, je me trompe pas, ils étaient annoncés aussi à The Ah, Glade. Glade, ouais. Ouais. Donc là, deuxième occasion de les voir. Si la scénographie de la scène est comme on l'imagine, bah, ça peut donner un très très joli cadre pour la musique de The Orb. Oui, parce qu'ils disent dans la description de la scène que ça va être un espace dédié à l'ambiant et à l'immersif. Donc j'ai envie de croire il y aura une mise en scène, quelque chose, peut-être un jeu de vidéo ou je sais pas, quelque chose à côté quoi pour nous mettre vraiment dans l'ambiance quoi. Bah, je pense que c'est aussi le style de musique ambiante qui va prévaloir dans la zone. C'est-à-dire que Stevie Lage ou The Orb, c'est des groupes plutôt cool hein, en termes d'électro. Il y a aussi The Egg qui va être là, qui est un groupe que j'adore. Ils sont là chaque année, hein, mais c'est vraiment génial parce que c'est en fait guitare, basse, batterie et synthé. Et en fait, ils font de l'électro, mais en jouant tout. Il n'y a pas de boîte à rythme, il y a pas de séquenceur, rien du tout. Ils jouent tout eux-mêmes, mais on a l'impression d'entendre un DJ, quoi. Et la musique est vraiment géniale, quoi. Je vous conseille vraiment The Egg si vous avez l'occasion de les voir. Ouais, The Egg, je l'avais noté aussi, hein, effectivement. Ça me branche pas mal. Et alors, on peut noter aussi qu'ils annoncent une section playback. Alors là aussi, il n'y a pas d'explication, c'est pas clair, mais on peut imaginer qu'en fait, il y aura pas d'artiste sur scène. Ils vont juste jouer de la musique. Mais bah, ils annoncent deux choses. Ils annoncent Steven Wilson. Alors Steven Wilson, c'est pareil, un musicien de génie. C'est le leader créateur de Porcupine Tree. Qui fait aussi bien dans l'électro que dans le rock progressif, que dans du progressif metal. Vraiment un gars ultra doué, un peu genre Mike Oldfield. Tiens d'ailleurs, en parlant de Mike Oldfield, Stevie Lage, dont je parlais tout à l'heure, a participé à l'enregistrement de Tubular Bells avec Mike Oldfield sur la BBC. Il faisait partie des musiciens qui étaient présents. Et Steven Wilson, ouais, ressemble énormément à Michael Field dans ses qualités d'instrumentiste. Il est capable de jouer un peu tout et il est vraiment un très grand compositeur. Et bah, Laurent aussi, toi, t'avais relevé John Hopkins. Ouais, c'était sur ma feuille de route. Par contre, c'est aussi un playback. Donc bah voilà, je sais pas tellement à quoi m'attendre. Par contre, c'est vrai que l'ambiance telle qu'elle est décrite autour de cette nouvelle scène, bah, ça donne envie d'aller explorer cette nouvelle partie. Je pense que c'est peut-être aussi lié au fait à la disparition du Rabbit Hole. Dont on avait déjà parlé parce que The Orb ou The Egg, c'est des formations qu'on pouvait y voir la nuit, quoi. En effet. C'est possible que ce soit la même équipe d'ailleurs qui se soit déplacée et qui ait scénographié ici. Ce sera vérifié. Ouais, moi en voyant cette prog, je l'ai tout de suite lié à ça, quoi. Comme c'est un endroit que j'aimais bien, ben même si ça paraît plus loin, bah ça c'est peut-être une invitation justement à se déconnecter un peu du reste du festival, au moins un moment. Bah, je pense que ça peut être une belle expérience. Alors, il va y avoir aussi des ambiantes DJ sets. Donc là, typiquement, ça va être de la musique ambiante. Et oui, je pense qu'il faut voir cet espace comme un gros chill out, quoi. Ouais, ça promet, ça donne envie.
Et c'est marrant parce qu'ils annoncent aussi des présentations. Donc moi, je me suis dit, est-ce que ça sera des présentations un peu comme un exposé, je sais pas. Parce que dans les invités, il y a, alors je vais le dire en français, il y a Merlin Sheldrake, qui est un docteur spécialisé, alors un docteur dans le sens qui a un doctorat, pas en médecine, spécialisé dans les réseaux de champignons et qui va faire une présentation sur les champignons pendant le festival avec son frère qui sera là, qui est musicien lui. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être, je sais pas, ça m'intrigue. Et il y aura aussi une présentation de David R. Adram, qui est un photographe assez connu en Angleterre, qui est spécialisé dans les sites préhistoriques et leurs paysages. Et il a notamment des très très belles photos de Stonehenge sous la neige, par exemple. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il faut s'attendre à avoir des projections, des vidéos, des choses comme ça, hein, en même temps que les concerts. Ouais, je pense qu'il y aura un côté visuel fort. Surtout avec les champignons, hein. S'il y a distribution gratuite, il y aura du monde. Je suis pas sûre que ce soit ce genre de champignon. Mais tu peux essayer, hein. Non, je vais m'en passer, je crois. Bon, et donc effectivement, Tree Stage donc est la nouvelle scène de la zone. La nouvelle. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule scène dans la zone Woodseas. Maintenant, il y a une scène supplémentaire qui promet beaucoup, visiblement, mais il reste quand même la scène principale. Et sur cette scène principale, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une programmation qui est quand même très très attractive. Tout à fait, mon cher Jérôme. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Bah déjà, tu l'as dit tout à l'heure, juste avant là, quand on parlait de Silver Haze, il y a Romy qui sera là, et il y a aussi Jamie de The XX qui sera là. Les deux qui sont programmés, si je dis pas de bêtises, le vendredi et le dimanche. Donc j'avais espoir que peut-être à un moment ils nous fassent un petit truc, mais j'y crois moins. Ça dépend. Romy passe quel jour sur Silver Haze? Moi, pour l'instant, j'ai pas vu de jour de passage hein, sur Woodseas, hein, mais J'avais vu des théories dans les Clashfinder. ah ouais, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, sur l'affiche ou sur les festivals, il n'y a pas du tout de date donnée. Hein. Donc, ne perds pas espoir. Donc tu disais Romy dimanche? Il me semblait que c'est ce que j'avais vu. Ouais, et elle est vendredi sur Silver Haze. Donc Elle est elle va vendredi, pas s'en aller samedi et revenir dimanche. C'est possible. Mais il est vendredi sur Woodseas, Bah, Jamie alors en XX. plus. Donc elle peut tout à fait venir chanter. Je me souviens plus le titre si célèbre là avec Romy. Loud Places. Donc voilà, elle pourrait le rejoindre pour chanter ça. Hein. Oui, c'est tout à fait possible. Ça serait une belle surprise, je pense. Ouais, à moins qu'il soit fâché. Je sais pas, j'ai pas suivi les gossips sur le sujet, les rumeurs. Bah justement, alors les gossips, ils seront là. T'as vu cette transition? C'est incroyable. Donc ouais, ça c'est l'événement que j'attends sur cette scène. Alors Gossip que j'ai déjà vu à Beauregard et bon ça m'avait paru un peu, enfin, je sais pas, je pense que ça manquait de réaction dans le public, mais à Woodseas je pense que ça peut vraiment le faire. Moi, je suis presque étonnée. Je les aurais vus sur une plus grande scène. Enfin, je pensais qu'ils seraient programmés sur une plus grande scène et je suis étonnée de les voir sur Woodseas du coup. Ouais, mais sur Woodseas en tête d'affiche, il y a toujours des gros noms hein, quand même. Hein. C'est pas si petit que ça. Hein. C'est vrai que c'est une tente, mais t'as quand même pas mal de place autour et ça ramène du monde. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une petite scène. Et je trouve que cette scène devient de plus en plus attractive en fait. C'est de mon point de vue moins tentant que ça ne l'est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils exploitent mieux la scène. Moi, j'ai jamais vu une programmation aussi riche à Woodseas. Je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Là, c'est vraiment, ça donne envie. Hein. Il rentre 10 000 personnes quand même là-dedans. Donc oui, c'est quand même une grande scène. Hein. Ah, 10 000, c'est un zénith, quoi. C'est même plus que ça. Hein. Ça doit être ça. En plus de Gossip, qui, à mon avis, va être le gros événement sur cette scène, on a quand même quelques bons groupes. Bon, Sleaford Mods,
Toujours, je dis ça avec un petit sourire parce que voilà, mais c'est quelque chose à voir quand même si vous les avez jamais vus. Il faut y aller. Et dans les groupes un peu plus jeunes, on va dire, plus récents, le gros nom, c'est Yard Act, qui est vraiment le groupe qui monte. Et franchement, Laurent, on les a vus là, il y a pas longtemps à Paris. Il n'y a pas longtemps à Paris, il y a quelques années à Glasgow. Et c'est vraiment très très bon. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose à aller voir. Après, comme on les a vus récemment, peut-être faire l'impasse. Moi j'aimerais bien les revoir quand même parce que franchement, c'est d'une efficacité incroyable quoi. Dans les groupes tout récents, j'ai pas entendu beaucoup de choses de ce niveau quoi. En plus, là, tu les as vus à Paris, ça reste un public francophone. Je pense qu'il y a potentiellement plus d'interaction avec un public anglophone, quoi. Ça peut être sympa de les revoir. Alors effectivement, on peut compter là-dessus, mais en fait, il y a eu une excellente réaction du public français là, hein. N'est-ce pas, Laurent? Ouais, tout le monde était content, mais je confirme quand même ce que dit Roman, c'est que quand je les avais vus, après ils étaient quand même beaucoup moins connus. Ils commençaient à peine. Alors je sais plus si c'était Left Field ou Williams Green, mais en tout cas ouais, ça interagissait beaucoup avec le public. Ils parlaient, ils blaguaient entre chaque chanson. Et sans perdre le rythme, c'était vraiment un bon moment cette fois-là. Et j'ai l'impression que c'était un peu moins le cas à Paris. N'empêche que la réaction du public, elle était là et que des petits mots, ils en ont eu quoi. Plutôt sur la deuxième moitié du concert. Mais ouais, ils savent ce qu'ils font. C'est vraiment un très 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 bon groupe de scène. Et d'ailleurs, on sentait que aussi ils avaient apprécié la réaction du public. On voyait l'échange. C'était assez évident. Et effectivement, c'est une super présence scénique, quoi. Et puis ça nous rappellera des choses. On les a vus un peu sous un chapiteau, hein. C'est vrai. Le cabaret sauvage pour ceux qui connaissent. Une espèce de grande yourte. Dans les jeunes aussi, à mon avis, il ne faut pas louper. Je l'ai déjà dit, je crois, 3 ou 4 fois, mais c'est Kneecap. Donc les Irlandais de Kneecap, à mon avis, qui sont à leur premier album, s'ils ont sorti un album d'ailleurs. Donc ça va être un concert relativement court, mais franchement, c'est la découverte à faire. Et en plus, je pense que ce sera en début de journée, donc il y a peu de chances que ça clash avec des trucs très très importants. Là, franchement, si vous allez une seule fois à Woodseas, allez-y pour Kneecap, presque plus que pour Yard Act. Mais bon, effectivement, comme tu disais, Laurent, nous on les a vus il y a pas longtemps, donc ça biaise un peu la réflexion. Alors quoi d'autre à aller voir? Ah, il y a encore d'autres choses. Il y a les vaccines. Les vaccines, ouais. Là, ça commence à être des vieux de la vieille. Ouais, ça fait un bail qui traîne leur guêtre sur les scènes, ça c'est sûr. Et c'est là aussi un excellent groupe, efficace. Vraiment un joli nom à l'affiche de Woodseas. Bon, et puis Laurent, tu vas nous parler des Lambrini Girls dont tu avais déjà parlé à Shangri-La. Ouais, justement, Lambrini Girl, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Je pense que ça va être dépoté sur scène. Alors, je pense que d'aller les voir à Shangri-La, si l'horaire le permet, c'est une bonne chose parce que ça change un peu. Après, les voir dans un contexte et sur une scène plus rock, ouais, ça risque aussi de plus bouger. Donc, encore une fois, ça va dépendre un peu de la tournure des événements, mais que ce soit à Shangri-La ou à Woodseas, j'irai les voir peut-être les deux fois, mais au moins une des deux. Pour moi, c'est une découverte, hein. Je les connaissais pas avant de voir les affiches. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Ça va balancer. C'est viscéral et c'est ce que j'aime. Donc ouais, il y aura Lambrini Girls au programme et ça fait que remettre en lumière cette belle affiche
Affiche sur laquelle moi j'ai noté aussi Kim Gordon, qui est une ex Sonic Youth. Donc là, on remonte pratiquement aux années 80-90, mais elle a quand même une actualité. Les derniers albums qu'elle a fait ont reçu de bonnes critiques. Moi, j'aime bien, et c'est quelque chose que j'aimerais pas rater. Alors, ça risque d'être compliqué au niveau des horaires peut-être, mais parce qu'elle est programmée un peu entre PJ Harvey et LCD Sound System sur la pyramide, ce qui fait qu'en se mettant du bon côté de la pyramide, il y a peut-être moyen de, ça peut m'arriver comme c'est déjà arrivé que je me fasse chier au concert de PJ Harvey, même si je l'adore. Donc voilà, si au bout de 30 minutes, PJ Harvey j'en ai marre, je laisserai ma place pour aller voir Kim Gordon. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que je retournerai pour voir au moins la fin de LCD Sound System. Et tu crois pas que Thurston Moore pourrait pas mettre un pied sur scène? Oh, ce serait génial. Je sais pas. Faudrait regarder son programme s'il tourne encore, mais il est marqué Kim Gordon, donc. Ouais, alors je sais qu'il est annoncé au Motocultor, mais c'est au mois d'août, hein, donc c'est pas du tout la même date, mais oui, il tourne. Ah ouais, non, mais ça, ce serait génial. Moi, j'irai voir sûrement. Enfin, j'aimerais bien voir Ivies, Arlo Parks, pourquoi pas. Alors, c'est pas du tout mon style de musique, mais il y a une de ses chansons que j'aime beaucoup. C'est un peu un plaisir coupable. Mannequin Pussy, c'est vraiment pas dégueu. Donc tu vas passer ton festival à Woodseas? Ben, je me le suis souvent dit, je l'ai jamais fait. Donc, en fait, je sais pas. Je sais pas, mais il y a. Tu vois, j'aime bien les petites scènes, tout ce qu'il y a autour, et ça m'empêche souvent d'aller de ce côté-là. Mais là, il y a quand même des éléments assez forts pour que j'y passe du temps. Ouais. Bon, ce sera peut-être un Glasto moins indie, moins dans. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais y passer Ouais, je pense que il y a vraiment des trucs que je veux aller voir. Kim Gordon, mais qui clash. Ça, c'est vraiment pour moi le highlight. Gossip, déjà vu, mais ouais, ça peut être génial. Enfin, ce sera génial. Ouais, c'est sûr que c'est une super belle affiche, hein. Lambrini Girls, j'ai l'occasion de les voir à Shangri-La peut-être, donc voilà, comme on dit, comme on peut dire à chaque fois, ça dépend vraiment ça dépend du moment, quoi. Mais en tout cas, superbe affiche, ouais, je pourrais y passer du temps. Hein. Ça pourrait être un festival. Bon, alors en gros, tu vas arriver avec un Clash Finder avec Woodseas tout colorié, quoi. Ouais, ouais, mon Clash Finder sur Woodseas, il est bien rempli. Pas tout vert, mais par exemple, si je regarde le vendredi, j'en ai 5. J'en ai 4 le samedi. Et encore, j'ai peut-être déjà fait des choix. Et 2 le dimanche. Donc ouais, ça fait beaucoup. Hein. Imagine 10 concerts au même endroit, ça m'est jamais arrivé. Ouais, en résumé, effectivement, une très belle affiche à Woodseas avec la Tri-Stage à côté qui promet beaucoup aussi. Donc, une zone attirante cette année. Bien, l'affiche suivante, donc, c'est celle de Left Field. Alors, Left Field, c'est une scène un petit peu particulière parce que c'est une scène musicale, mais aussi politique. Et comme son nom l'indique, elle affiche une préférence à gauche. Mais c'est un petit peu tout le festival qui est comme ça. Alors avec plutôt une éthique tournée vers les sujets écologiques, mais aussi sociaux. N'oublions pas par exemple que Oxfam fait partie des associations qui épaulent le festival. Et donc la scène Left Field, elle est gérée par un certain Billy Bragg, plutôt inconnu en France, mais assez connu en Angleterre pour être un chanteur engagé, euh, très à gauche, on va le dire comme ça.
Donc c'est un chanteur de folk, on pourrait un peu le comparer à un Bob Dylan, ou peut-être plus son père spirituel, Woody Guthrie. Donc voilà, c'est un peu ce genre-là, c'est un peu ce type de filiation. Billy Bragg organise la scène et dans la première moitié de la journée, sur cette scène, il y a des débats politiques. Et puis ensuite vient la musique. Alors objectivement, c'est une scène que j'ai très peu fréquentée. J'y ai rarement trouvé mon bonheur. Mais là, j'ai vu quand même quelques noms intéressants. En particulier, il y a un groupe de filles qui s'appelle Pillow Queens, que j'ai découvert en écoutant un peu les playlists là, et qui m'a l'air tout à fait intéressant. Et un autre groupe de rock gallois qui s'appelle Trampoline. Voilà essentiellement ce que j'ai relevé. Ouais, trampoline, ou trampoline, c'est aussi quelque chose qui m'a bien plu. J'ai écouté très brièvement, mais c'est quand même un nom que j'ai noté, que j'ai retenu. Bon, après, c'est un endroit facile d'accès, assez central, donc c'est bien possible, voilà, que ce concert trouve une place. On n'est pas loin de West Halls, hein, finalement. On est juste à côté de The Glade. Juste à côté de The Glade, ouais. Ouais, donc, Ah oui, il y a aussi The Farm. The Farm, grand groupe des années 90. Un peu dans la mouvance des Manchester, qui a eu beaucoup moins de succès que des Happy Mondays ou des Stone Roses, ce genre de groupe-là, mais qui est quand même un bon groupe. Donc ça peut être sympa à voir ça. Ouais, alors les Lottery Winners, c'est un peu anecdotique, hein, mais c'est un groupe qui est passé, je crois, à 7 endroits différents, 6 ou 7 endroits différents l'an dernier. Et voilà, bon, je les ai vus, c'était pas mal. Je suis pas sûr, par contre, d'y retourner. Voilà, c'est sympa, mais je pense qu'il y aura d'autres choses à faire. Et sur cette scène. J'ai surtout noté 2 groupes que j'ai vus récemment. J'avais voulu aller voir English Teacher qu'on m'avait conseillé il y a 2 ans et non pas l'année dernière comme j'avais pu le dire précédemment, mais qui était passé il y a 2 ans, qui était une des révélations rock, peut-être les BBC Talent Winner ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, ouais, j'ai pris un billet de concert pour aller les voir et j'étais tout étonné que ce soit le groupe qui était en première partie d'un autre. Donc on va revenir sur la deuxième partie. Mais voilà, English Teacher, franchement, c'est un jeune quatuor de Leeds. Très intéressant, c'est une musique assez rythmée où la basse est très présente. Et la leader du groupe, toute jeune, très dynamique, qui alterne entre guitare et clavier. Et au niveau de son chant, c'est entre un chant plutôt éthéré et spoken words. Et franchement, très très bon concert, groupe très intéressant sur scène. Et voilà, je pense que c'est quelque chose à aller voir. Je les ai vus récemment, je sais pas si j'y retournerai, mais ça me titille quand même. Et le groupe qui était en deuxième partie, qui est beaucoup plus connu, c'est un groupe irlandais dans la veine de Idols, qui s'appelle Sprints. Et là, pour le coup, ça envoie vraiment du gros son. C'est assez punk, ça tire parfois sur le métal. Et pareil, hein, sur scène, ils ont vraiment le contact facile. Et je pense que c'est un bon endroit pour profiter de ce genre de musique. Donc l'un comme l'autre, ils font partie de ma to-do list en quelque sorte. Sinon après, on peut noter aussi Bob Vilaine que je trouve pas vilain. C'est entre punk et hip-hop. De ce que j'ai écouté, ça m'a plu, ça mérite une seconde écoute parce que je connais pas vraiment. Mais en tout cas, sur Left Field, c'est surtout ces 3 noms-là que j'ai retenus, moi, avec Trampoline. Bon, Roman, t'as pas grand-chose à dire sur la scène?
Exactement. Si ce n'est que si vous avez un très bon niveau d'anglais et que vous voulez suivre les débats qui auront lieu la journée, c'est une année d'élection en Angleterre, puisqu'ils vont réélire les députés d'ici la fin de l'année. Donc, ils ont annoncé sur le site de Glastonbury que il y aurait plusieurs personnes qui participeraient, qui sont des candidats et qui ont des bonnes chances d'être élus. Donc, ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez vous intéresser à la politique de l'Angleterre. Parce que la note est pas assez compliquée, voilà, faites-vous plaisir. Et donc effectivement, on voit sur le programme un Election 2024, A Change is Gonna Come, avec deux MP, Members of Parliament, qui sont invités, Angela Rayner et Caroline Lucas. Et d'ailleurs, il y a d'autres MP qui sont invités sur d'autres débats. Hein. Ouais, il y en a plusieurs normalement, ouais. Pour info, c'était Jeremy Corbyn qui était venu à Glastonbury sur la pyramide. Hein. Et Michael Levis, oui, avait été candidat Labour dans... alors, je sais pas quel type d'élection, en élection locale, dans les environs de Glastonbury. Politique et festival ont toujours fait bon ménage, là. Mais tu l'avais dit qu'à la base, quand ils avaient commencé le partenariat avec le groupe anti-nucléaire, là, c'était... Le CND. Ouais, le CND, c'était aussi pour marquer la phase politique un petit peu du débat aussi qui animait l'Angleterre à ce moment-là. Donc il y a toujours eu un fort côté politique dans les choix, même dans les choix des associations et tout ça, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. Ouais, c'est très engagé. Hein. Bon, je pense qu'on n'ira pas plus loin sur Left Field. On vient de passer deux zones, Silver Haze et Woodseas, qui sont très très attractives cette année. Comme je disais tout à l'heure, moi, Left Field, j'y vais pas beaucoup et je pense que ça sera à peu près la même chose cette année, même si effectivement il y a quand même quelques noms qui sont relativement intéressants et tout dépendra du programme et de l'endroit où je me trouve au moment où ces gens-là sont sur scène. La scène suivante, La zone suivante. ou plutôt la zone suivante en effet, c'est The Commons. Une zone qui compte 3 scènes, The Temple, Rumshack et Mess Yard. La plus importante, c'est The Temple. Et quand on dit la scène la plus importante, c'est tant par la taille que par le décor. Puisque quand on est à l'extérieur, on a l'impression d'avoir affaire à une pyramide inca. Un temple aztèque. Ouais, on en a déjà un peu parlé quand on a parlé de la zone sud-est. Et oui, ça fait vraiment penser à un thème inca. Mais je trouve que de l'extérieur, on se rend pas compte. On voit juste une grosse structure et tout ça. Et quand on est à l'intérieur, ouais, il y a un décor qui est assez impressionnant, quoi. Et Rumshack, c'est un bar, en fait. Mais un bar avec une scène. Et une scène sur laquelle il y a d'excellents artistes qui passent là. Je me rappelle y avoir vu Kate Tempest. Exact, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, en effet. Est-ce que vous avez repéré des choses là-dedans? Moi, il y a un nom qui m'a sauté aux yeux tout de suite. C'est Kink. C'est un DJ bulgare qui est actif sur la scène des musiques électroniques depuis un certain nombre d'années maintenant, que j'ai jamais eu la chance de voir. Et il est ultra réputé pour ses prestations en live, parce qu'en fait, il fait de l'impro en direct. Il a une tonne de petits contrôleurs analogiques, des synthés et tout ça, et il s'adapte au public, il s'adapte à l'ambiance. C'est vachement impressionnant à voir. Il y a beaucoup de vidéos de ses performances disponibles en ligne. Et il a été plusieurs fois élu par le public meilleur performeur live sur Resident Advisor en 2015 et en 2016, si je dis pas de bêtises. Donc moi, c'est un nom que je vais mettre à voir impérativement sur mon Clash Finder. Alors moi, j'ai noté A Guy Called Gerald, qu'on avait aussi, dont on avait parlé
pour Shangri-La, puisqu'il est programmé aussi sur une des scènes de Shangri-La, je sais plus laquelle, qui est un excellent DJ de la fin des années 90. Mais à part ça, effectivement, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est que j'ai noté Kate Tempest encore une fois. Mais alors, j'ai pas compris. C'est en bas de l'affiche et je suis pas sûr qu'elle soit présente physiquement Elle, sur. oui, là. Ouais, elle est non binaire. Mm. Mais alors oui, qu'elle soit présente physiquement sur scène. Donc voilà. Après, de toute façon, cette zone-là, c'est comme on l'avait dit pour Shangri-La, c'est beaucoup de DJ qui se suivent et difficile de connaître tout le monde. Hein. À noter quand même qu'il y a les 30 ans de Rinz FM qui sont annoncés, parce que c'est leur 30e année en 2024, et c'est quand même la plus grande radio pirate de Londres. Enfin, maintenant, elle est plus pirate puisqu'ils ont fini par obtenir une licence de diffusion, mais ils ont opéré pendant plus de 13 ans comme radio pirate à Londres, et c'est une radio qui est extrêmement réputée pour tout ce qui est musique électronique et surtout la dubstep et le grime. Donc il y a moyen là aussi que les noms qu'ils annoncent, ça fasse une très très belle programmation. Et on a aussi sur la fiche Cherelle, dont on avait déjà parlé, puisqu'elle est programmée aussi sur une des scènes dans Shangri-La, donc une deuxième opportunité de la voir. Donc en fait, beaucoup de choses tentantes pour moi sur cette zone-là. Le problème de la zone, c'est qu'il faut rentrer le soir. Il faut passer par le rack, par le rack d'entrée là, ou alors faut y aller tôt dans la soirée. Ouais, en fait, là, c'est la zone sud-est. On est en plein milieu de la zone sud-est, peut-être l'endroit le moins accessible de la zone sud-est. Et il y a effectivement beaucoup de monde, beaucoup de circulation. On n'a pas encore la fiche de Block 9, mais là aussi, on peut s'attendre à voir des choses assez sympas et ça va être le même problème. C'est le soir, tard, il y a plein de monde. Bon, ouais, après, ça va plus vite qu'il n'y paraît d'y rentrer. Hein. La file est impressionnante, mais il y a quand même pas mal d'entrées-sorties, enfin, de sorties qui font qu'on rentre assez vite. Faut compter 20 minutes, non, pour rentrer là-dedans. Ouais, puis il y a le passage par la Village Inn à Avalon aussi qui ralentit un peu. Mm. La fiche suivante, on en a vraiment eu beaucoup en peu de temps là. C'est la fiche de Croissant Neuf. Alors Croissant Neuf, c'est, je pense pas me tromper en disant que c'est la plus grosse scène des Greenfields. C'est sous une tente assez grande. Bon, il faut reconnaître que là, on est quand même sur une scène qui est très secondaire. Donc, il faut pas s'attendre à avoir de gros noms sur cette scène-là. Mais il y a quand même à chaque fois des choses intéressantes à voir si on est dans le coin. Sur cette scène, moi, ce que je note en premier, c'est la présence de Beans on Toast. Alors, Beans on Toast, il est présent à Glastonbury chaque année. C'est un type qui fait du rap avec une guitare sèche. Il s'accompagne tout seul avec sa guitare. En fait, ses textes sont ultra humoristiques. Bon, enfin, musicalement parlant, c'est sympa, mais bon, voilà. Mais c'est surtout, c'est les textes qui sont géniaux. Le problème, donc, c'est qu'il faut arriver à les comprendre. Donc, si vous n'êtes pas à parler couramment anglais, malheureusement, vous allez passer à côté du truc. Mais si en revanche, vous comprenez bien l'anglais, mais pas obligé de le parler, mais au moins de le comprendre, c'est vraiment super drôle. Vraiment, vraiment. Et c'est à voir au moins une fois. Ouais, il y a sa chanson sur la MDMA, enfin sur la MDMA en festival et la nana qui rencontre qui est juste géniale, quoi. Ça, c'est effectivement, c'est MDMA. Ah, moi, MD Amazing, non? MD Amazing, exactement. Et il avait fait aussi une chanson en collab avec Slamboree. Ça s'appelait Festivals Are Dead.
C'est génial. Et effectivement, en plus, ça parle souvent de festivals ou de fêtes et il est bourré. Enfin, c'est trois quarts du temps des histoires de ce genre, mais c'est vraiment super drôle. J'ai aussi noté Moya Brennan. Alors Moya Brennan, c'est l'ancienne chanteuse de Clannad, qui est un groupe irlandais ultra célèbre en Grande-Bretagne. C'est des gens qui reprennent le folklore irlandais en le modernisant un petit peu. Ça donne quelque chose qui ressemble un peu à du Enya ou c'est un peu New Age, ce genre-là. C'est très très esthétique. La chose à laquelle ça me fait penser en français, c'est Alan Stivell. Donc en fait, l'idée de remettre au goût du jour le folklore. Alors pour Stivell, c'est le folklore breton et pour Clannad, c'était le folklore irlandais. Clannad n'existe plus, mais la chanteuse Moya Brennan est toujours en activité. Et donc, voilà, si on aime ce genre de style, franchement, c'est à voir. Grande artiste. Moi, sur Croissant Neuf, il y a un nom qui a attiré mon regard. C'est Afriquois. Alors, je sais pas comment on le dit en anglais, je vais pas le massacrer. En fait, on en avait déjà parlé. J'ai pas réussi à retrouver quand ni où, donc ça m'a un petit peu agacée, mais je suis quand même allée écouter et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est une ambiance assez chill qui mixe un petit peu musique électronique et musique d'origine un peu caribéenne, africaine, parce qu'ils ont des membres dans le collectif qui viennent d'Angleterre, des Caraïbes et d'Afrique. Et je me dis que peut-être en live, ça peut être assez énergique quand même. Ça me fait un peu penser un peu à Bonobo sur ses derniers albums, mais avec une plus grosse influence africaine quand même. Ouais, c'est à noter que sur cette scène-là de Croissant Neuf, ça peut être assez différent de ce qu'il pourrait faire à The Glade ou Shangri-La, parce que c'est pas du tout le même esprit. Et du coup, c'est peut-être intéressant de les voir deux fois même. Ah, donc ils étaient sur une autre affiche, on est d'accord. Ah, ils sont à Glade Stage. Ah ouais, voilà. Et Ils c'est sont là à que je les ai vus. Shangri-La avec sur la scène Peace, c'est Africa and Friends. Ok, ok. Et donc à Croissant Neuf, mais Croissant Neuf, c'est quand même assez folk à la base, plutôt j'allais dire unplugged. Je cherche le mot, mais c'est acoustique. C'est plutôt acoustique. Donc je suis assez curieux de savoir ce qu'il pourrait faire à cette occasion. Et pour le coup, ça peut être vraiment très intéressant. Ou en tout cas, ça peut changer de ce qu'ils font habituellement. Mais voilà, c'est peut-être un endroit sympa pour les voir. À coup sûr, ça va être différent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les vois mal faire le même set à Glade qu'à Croissant Neuf. Ouais, carrément. Probable, effectivement. Parce que effectivement, comme tu le dis, c'est plutôt orienté acoustique, unplugged. C'est exactement le mot. À noter aussi un groupe que j'ai relevé, 3 filles. Ça s'appelle les Rainbow Girls. C'est une formation très basique dans le style un peu folk bluegrass. Et elles font pas mal de reprises et c'est très agréable à écouter. Donc, si vous êtes dans le coin, je vous conseille ça. Moi, c'est le fond, la reprise de Neil Young que tu as partagé sur le Discord. J'ai pleuré. Hein. Même si elle réinvente rien, c'est vraiment très beau. Ouais, et puis en fait, elles ont le son qu'il faut pour jouer ce genre de morceau. C'est une contrebasse acoustique, une guitare et je sais plus, une percussion, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment. Puis les voix, hein, c'est quand même un instrument phénoménal. Hein, quand... En effet. Donc voilà pour les scènes à proprement parler. On a eu aussi d'autres affiches qui sont, bon, cette fois-ci, un petit peu plus en marge de scènes musicales. Et en particulier, la première affiche qu'on a eue, je vais le lire en anglais, c'est Theater and Circus. Theater. Theater? Il n'y a pas de A.
Ouais, je sais pas, moi je dirais comme ça. Il n'y a pas de si et. Putain. Et donc, on a eu une nouvelle affiche théâtre et cirque. Alors, la zone théâtre et cirque, c'est une zone qui est quand même assez vaste, dans laquelle il y a probablement une dizaine, si ce n'est plus, de chapiteaux, scènes. Même il y a des spots qui sont. Il y en a un par exemple, ça s'appelle Crooner's Corner, qui est juste sur le bord d'un pont. Et donc en fait, il y a des animations absolument partout, sans compter qu'il y a certaines animations qui sont itinérantes, c'est-à-dire que on voit certaines personnes en groupe déguisées en train de circuler à l'intérieur de toute la zone. Et ces personnes font des animations, en général humoristiques. Donc bon, le programme à proprement parler de cette zone, c'est pas hyper important. Mais bah, vous avez peut-être quelque chose à en dire. Il n'y a pas beaucoup de noms que je connais moi sur l'affiche, mais il y a quand même. Donc il y a plein de choses dans cette zone-là, comme tu l'as dit. Il y a notamment deux humoristes slash comédiens qui sont sur cette affiche, qui sont assez connus en Angleterre, qui sont Nish Kumar et James Caster. Ils sont assez populaires en Angleterre, donc je pense que ça peut être marrant à aller voir, mais là encore, faut réussir à suivre des shows d'humoristes britanniques. Je suis pas sûre d'avoir le niveau nécessaire pour comprendre absolument tout ce qu'ils disent. Mais je pense que ça peut être une pause intéressante dans une journée, un truc à faire. Et il y a aussi dans les noms assez connus, John Cooper Clarke, qui est qualifié de poète punk. Donc ça peut être... J'étais un peu déconcertée quand j'ai lu ça. Mais voilà, c'est un grand poète qui a commencé à écrire un petit peu au moment de la grosse phase punk en Angleterre. Et il continue encore aujourd'hui, il fait des spectacles, il tourne régulièrement en Angleterre. Donc voilà, il y a de la poésie, il y a de la musique, il y a plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de différent à voir à Glastonbury cette année. Alors, il est clair que, en fait, on est souvent tenté, et moi, je connais des gens qui passent leur temps sur les scènes musicales, et même parfois les plus grosses, en négligeant les plus petites. Mais moi, je pense que l'expérience du festival est pas complète si on va pas passer au moins une heure ou deux dans cette zone et se laisser complètement porter par les animations qui s'y trouvent. Tu parlais des comiques anglais. Je pense que ces deux comiques que tu as cités vont passer à Cabaret, qui est un grand chapiteau. Moi, j'y suis allé à Cabaret. J'y ai vu justement un jour un comique et honnêtement, j'ai pas eu de mal à suivre. Alors oui, ça va vite en général. Et bon, j'ai peut-être loupé un quart des blagues, mais n'empêche, je me suis bien marré quand même. Donc bon, voilà, moi je dis que ça peut se faire. Et indépendamment de ça, il y a quand même tout plein d'autres choses à voir. Et il y a plein de spectacles visuels. Il y a du cirque, mais il y a aussi des magiciens, des chanteurs, des acrobates. Et puis en plus, la plupart d'entre eux, en fait, ils font des shows, mais avec tout un boniment, etc. Et ils interagissent avec le public. C'est souvent du théâtre de rue. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Enfin, il y a vraiment de la qualité de programmation là aussi, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que c'est vraiment un passage agréable qui est beaucoup moins fréquenté que dans un festival où tu es un peu dans la cohue plusieurs jours. Ça fait du bien parfois dans l'après-midi, dans la chaleur, de passer par là, de s'arrêter un peu. En exemple, hein, tu sors de la pyramide, t'es rincé, bah tu passes par cette zone pour je sais pas rejoindre West Halls
les côtés, enfin les Greenfields. Et voilà, c'est un moment un peu chill où tu découvres en passant des spectacles ouais, vraiment rigolos. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des gens qui circulent donc, mais on s'en aperçoit pas sur le moment. Puis à certains moments, ils vous interpellent. Et là, il y a une conversation complètement ubuesque qui peut se mettre en place avec un type. Un jour, il y avait un gars qui était déguisé en touter. C'est comment dire, le, le, le gars qui fait la vente au marché noir des places de concert. Et donc, en fait, il y a une imagerie particulière en Grande-Bretagne de ce genre de personnage. Et donc, je vois le type m'approcher et puis il commence à me dire, ouais, je peux t'avoir des places, qu'est-ce que tu veux, etc. Et puis il me dit, ouais, si tu veux, je peux même t'avoir une place sur la pyramide, premier rang, etc. Mais c'est vraiment Mhm. super drôle, quoi, parce que le type, il le joue vraiment très sérieusement, quoi. Et des trucs comme ça, mais il y en a partout, 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 partout. Ouais, après, ça déborde aussi un peu sur William Green. Parfois, t'as pas mal de ces personnes un peu itinérantes qui viennent faire des apparitions, des happenings. Voilà, ouais, c'est vraiment une belle zone du festival. Et donc, une autre affiche a été publiée d'une autre zone que effectivement on fréquente en général assez peu. D'ailleurs, la dernière fois, vous m'aviez même demandé si on avait le droit d'y aller. C'est Kidsfield. Donc, c'est la zone qui est réservée aux enfants. Alors, elle est réservée aux enfants dans le sens où toute la programmation qui est là leur est destinée. Il n'empêche que, comme je vous le disais la dernière fois, si vous avez envie d'y faire un tour, c'est pas interdit. Bon, là encore une fois, on va pas rentrer dans le détail de cette programmation parce que elle n'est clairement pas destinée à nous. Mais pour ceux qui ont des enfants, c'est vraiment un endroit super. Là encore, il y a toutes sortes de spectacles. Bon, alors là, on peut s'attendre à ce que des enfants francophones qui vont avoir 6 ou 7 ans vont pas suivre un mot d'anglais. Mais il y a énormément de spectacles qui sont des spectacles visuels. Et puis même le niveau d'anglais finalement est assez comment dire, il y a des côtés un peu répétitifs dans les mots, etc. Donc ça peut être une approche de la découverte de la langue anglaise de façon très concrète. Mais franchement, c'est un super endroit pour les enfants. Il y a un grand château rose dans lequel les gamins, enfin, c'est comme un labyrinthe, ils vont se perdre là-dedans. Ils rentrent d'un côté, sortent de l'autre, et puis il y a des manèges, et puis il y a des spectacles, et puis il y a des ateliers. Voilà quoi, c'est franchement un super endroit. C'est horrible parce que j'ai regardé des photos un petit peu sur le site de Glastonbury et ça donnait trop envie d'y aller, quoi. Sauf que moi je peux pas y aller, je suis trop grande, du coup je suis super triste. Il y a l'air d'avoir plein de jeux trop fun. Ouais, et il fut un temps où il y avait un Helter Skelter. Alors les Helter Skelter, c'est les fameux toboggans britanniques en colimaçon là. C'est une espèce de tour. On monte à l'intérieur de la tour, un peu comme un phare, on va dire en bois. On monte à l'intérieur et puis après on glisse en faisant le tour de cette tour. Et donc il y en a un évidemment dans Kidsfields, mais à un moment ils en avaient mis un à Avalon aussi. Et là c'était pour les adultes, mais il y est plus malheureusement. Quel dommage. Je sais qu'en fait ils ont des animateurs des émissions de jeunesse de la BBC ou des choses comme ça qui viennent. Basile Broche, qui est sur la première ligne, là. Apparemment, c'est une mascotte d'une émission pour les enfants qui existe depuis 30 ans. C'est un espèce de renard
qui a l'air un peu démodé et tout ça, mais qui est là chaque année. Apparemment, c'est un peu comme Fatboy Slim, tu vois, c'est sa résidence tous les ans. Et donc, la dernière affiche qu'on va aborder, là aussi, bon, c'est un peu anecdotique. Il s'agit de Glasto Latino. Je suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé beaucoup lors de notre promenade dans le festival, mais c'est une tente qui est pas très loin de théâtre et cirque, qui est, comme son nom l'indique, dédiée à l'univers de la musique, de la danse latine et tout ça. Et elle a la particularité de proposer la journée des cours de danse. Je vous jure que c'est pas une blague, je les ai vus l'année dernière. J'ai pas essayé, j'aurais peut-être dû. Mais du coup, on peut prendre des cours de salsa. Il y a des profs sur la scène et ils nous font répéter les mouvements. Enfin voilà, c'est assez marrant à regarder. Je m'étais posée à côté pour manger et j'avais observé avec attention ce qui se passait. Et le soir, du coup, il y a des concerts basés sur ce style de musique-là où on peut du coup mettre en pratique ce qu'on a appris dans la journée si on est motivé. Donc c'est pas beaucoup des noms que je connais, hein. Mais il y a l'air d'avoir une bonne ambiance quand même. Ouais, alors moi aussi, effectivement, j'ai déjà vu ces cours de danse, mais pareil, en fait, je suis jamais vraiment rentré dans cette tente. J'ai toujours regardé ça de l'extérieur. Et pour ce qui est des concerts, oui, je pense qu'effectivement, il doit y avoir même des groupes en live qui doivent jouer de la salsa ou ce genre de choses-là. Et on peut attendre de Glastonbury de programmer plutôt des cadors du sujet. Mais bon, voilà, je suis pas particulièrement sensible à ce type de musique, mais ouais, ça peut être sympa, quoi. Ouais, c'est rigolo, hein. Je me suis essayé une fois, mais je manquais un peu de coordination. À noter que la nouveauté de l'année, c'est qu'ils proposent des cours de samba aussi. Apparemment, c'était pas le cas avant. Et puis, si je dis pas de bêtises aussi, ils paradent la journée un petit peu partout dans le festival. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On avait déjà parcouru 5 affiches dans la première partie. Et là, on en a fait 8 nouvelles aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont sorties ces derniers jours. Et on a quand même vu des belles choses. Il y a des belles promesses sur ces affiches, notamment Woodseas et Silver Haze. Et franchement, on est plutôt enthousiasmé par le festival. Malgré la première affiche qui avait un peu fait grincer des dents, il y a quand même plein de choses qui sont super intéressantes. Donc je pense que ça va être un bon festival. Et on n'a pas encore tout parce qu'on attend encore plusieurs affiches, dont The Park, Block 9, Arcadia, Anne Fairground, San Remo, Stromerville et d'autres. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Et bien sûr, on en parlera dans les prochains épisodes du podcast. On vous partagera nos découvertes sur ces affiches et ce qu'on pense qu'il faut absolument pas manquer. Et d'ailleurs, si vous voulez discuter avec nous de la programmation, bienvenue sur le Discord et à bientôt. Salut! Salut Salut, à bientôt. et bonne nuit! Bonne nuit!